Je pense que le professeur Azoulay doit être en ligne. Si la régie peut juste me le confirmer ou... Je ne Voilà. sais pas si moi je peux le confirmer, Ah ben, mais je suis en ligne. voilà, vous êtes là. Bonjour professeur, merci Bonjour. beaucoup donc d'avoir accepté d'intervenir dans cette table ronde. Donc vous êtes président de la Société française de neurologie. Donc vous êtes associé, puisque vous l'avez entendu, on a déjà largement abordé le sujet du permis de conduire, l'arrêté de mars 2022. France Alzheimer a déposé un recours devant le Conseil d'État. Vous êtes associé à ce recours. Enfin, je parle bien sûr de la Société française de neurologie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Et je pense que vous nous avez également préparé une présentation donc sur ce sujet de la conduite automobile qui suscite de nombreuses questions. Oui, bien. Bonjour. D'abord, merci de me donner la parole. Donc, j'interviens, je pourrais quasiment dire à double titre. D'une part, effectivement, au nom de la Société française de neurologie, et d'autre part, étant responsable du centre expert Parkinson, je tiens simplement à dire que, bien sûr, la maladie d'Alzheimer est concernée par le texte sur la conduite automobile, mais de nombreuses autres maladies neurologiques, y compris la maladie de Parkinson. Alors, j'ai peur de faire quelques redites, mais je vais avancer assez rapidement pour que nous discutions après. Pardon pour les redites. Ce qu'on peut dire, si on fait un état des lieux avant ce décret, c'est qu'il y a un problème en France de réglementation sur la conduite automobile et moi je peux voir régulièrement des patients qui me semblent effectivement pas vraiment dans les meilleures conditions pour poursuivre la conduite automobile et on est assez ennuyé pour savoir comment l'évaluer, à qui les adresser et comment procéder dans des délais relativement adaptés. Donc il fallait, je pense, poser le problème de cette mobilité de la conduite automobile dans les cas des maladies neurologiques, mais aussi avec le grand âge ou avec des gens qui prennent des traitements qui peuvent altérer les capacités de conduite. Ça se double d'un autre problème qui est un manque, et là j'ai entendu que vous l'abordiez, qui est le manque de substituts de mobilité, en particulier pour tous les malades qui vivent hors les grandes villes. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a quand même un modèle de maladie neurologique pour lesquelles, avec une concertation il y a eu assez large entre patients, entre médecins et représentants de l'État, il y a eu la définition et une critériologie assez précise permettant, c'est l'épilepsie, à des patients de conduire ou de ne pas conduire avec des autorisations qui sont établies pour 1 an, pour 5 ans ou de façon définitive, par exemple, quand un épileptique a été opéré. Donc on peut, je crois, légiférer sur la conduite de façon adaptée et intelligente en tenant compte justement des cas et peut-être pas des cas particuliers comme ça a été évoqué, en tout cas de cas génériques dans lesquels on peut essayer de classer les troubles. Alors, le recours du Conseil d'État a été fait, vous l'avez dit, France Alzheimer, mais aussi France Parkinson, l'APF, France Handicap. Nous avons décidé, nous, au nom de la Société française de neurologie, de soutenir ce recours, alors que la Société française de gériatrie, de gérontologie et la Fédération française des centres mémoire se sont positionnés sur un autre mode, mais chacun cherchant à modifier le texte tel qu'il a été promulgué. L'incompatibilité à conduire dans cette recours, enfin pardon, dans le décret, demande la suspension du permis de conduire dès l'apparition d'un déclin cognitif, ce qui correspond dans cette échelle de Reisberg au stade 3, c'est-à-dire symptômes légers avec déclin mesurable au test neuropsychologique. Alors, comme souvent en France, on passe du quasiment rien à l'excès. Et si on se compare à la plupart des textes européens, ce texte devient beaucoup plus sévère puisque le stade 3 de Reisberg est compatible avec la conduite en Suisse et en Hollande, que les Britanniques ne posent de limite qu'au stade 4 avec des possibilités de recours. Donc il y a véritablement là une loi qui a été trop loin, qui a été mal concertée et ça a amené un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés par le texte défendu par l'ensemble des associations.
D'abord, une critique sur la méthode qui n'a pas du tout été concertée, l'absence de définition des rôles, contrôle médical, qui, quand et comment, avec quelle fréquence de renouvellement, quels documents délivrer, le problème clair de la relation avec les assureurs et du surcoût que peut entraîner dès la déclaration d'une maladie neurologique ce type, le type de véhicule, par exemple les épileptiques ont le droit de conduire des voitures sans permis, ce point-là n'a pas été abordé. Le problème plus générique et plus large de la mobilité et du handicap et les possibilités de recours. Donc ça, c'est l'ensemble des problèmes qui ont été pointés par les associations. Il me semble, d'un point de vue plus de clinicien, que les maladies qui ont été rassemblées là, qui sont la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Mais donc la maladie de Parkinson, les syndromes parkinsoniens atypiques, ainsi que la sclérose en plaques sont des maladies d'abord extrêmement différentes, que dans la maladie de Parkinson et apparentée de la sclérose en plaques, le déclin cognitif est tardif et que les signes premiers sont les handicaps moteurs qui n'est pas du tout abordé dans ce texte. Donc le point de vue cognitif seul est pris en considération, que les problèmes de vigilance ou troubles à la vigilance induits par les médicaments n'est pas non plus abordé, que cette échelle de Reisberg qui a été publiée il y a très longtemps est jugée par la plupart des spécialistes comme désuète et inadaptée. Le problème également est de savoir pourquoi ce texte et sur quelles données épidémiologiques d'accidentologie on se base. Moi, personnellement, je ne les connais pas, mais peut-être que vous les connaissez et qu'ils existent. Et enfin, pour en avoir largement discuté avec un certain nombre de collègues, beaucoup de malades sont revenus vers les neurologues cliniciens en leur demandant leur feu vert, en quelque sorte, pour la conduite automobile. Et il est très clair que lors d'une consultation, il est très difficile de juger de la capacité d'un individu à être adapté ou pas à la conduite automobile. On peut, comme je l'ai entendu, prendre l'avis de l'aidant, mais il est bien clair d'abord que l'aidant subit souvent la pression du malade qui désire et veut continuer à conduire et n'ose pas toujours s'opposer à son partenaire, et que parfois, parce que la voiture est une nécessité absolue quand on vit loin des centres-villes, l'aidant soutient la décision de vouloir poursuivre la conduite. Alors avant de conclure, quelques réponses qui ont été faites par les centres. Alors là, c'est les centres experts Parkinson que je connais mieux. Comment les centres experts ont réagi? Alors, par exemple, ici, le CHU de Nantes a fait un livret d'informations destiné aux patients à la conduite automobile avec un questionnaire qui sont en quelque sorte un certain nombre de signes avant-coureurs qui pourraient contre-indiquer la conduite. Et avec, vous voyez, une colonne rouge, si ma flèche apparaît à l'écran, qui pourrait alerter le patient ou l'entourage de la nécessité d'arrêter la conduite. Ici, c'est le CHU de Bordeaux qui a fait une affiche qui est dans les salles d'attente, qui est une affiche d'information, informant d'abord sur l'arrêté du 28 mars 2022 et donnant un certain nombre d'informations et d'adresses pour mail pour justement poursuivre les informations et savoir davantage les démarches. Et enfin, je vous signale un papier qui est intéressant, qui est un article qui a été publié. C'est également l'équipe de Bordeaux qui l'a fait, qui a un travail sur les tests neuropsychologiques et qui serait le bilan neuropsychologique le plus adapté pour dépister les troubles cognitifs qui contre-indiqueraient le plus la conduite automobile et ce qui donnerait des éléments aux neuropsychologues dans les équipes de centrer, pour ne pas faire des bilans neuropsychologiques complets à tout le monde, les tests les plus critiques qui permettraient de contre-indiquer ou en tout cas de déconseiller la conduite automobile. Voilà les quelques points que je voulais aborder avec vous. Merci beaucoup, professeur. C'était extrêmement riche. Peut-être un point sur justement le recours devant le Conseil d'État. Benoît Durand, ou si vous souhaitez ajouter des informations en complément, il y a des questions qui restent en suspens, on le voit aussi, et nous donner des nouvelles peut-être de ce recours devant le Conseil d'État. Alors avant de donner des nouvelles, parce qu'en fait j'en ai une quasi bonne et une très mauvaise, je vais revenir sur certaines petites choses quand même. Du coup, merci professeur de vous être associé aux trois autres associations. On peut presque les considérer comme les fantassins qui vont au front, et après nous avons les artilleurs. Je vais les nommer aussi les artilleurs parce qu'en fait ils sont derrière.
et ils sont prêts à tirer pour nous aider. Mais pour l'instant, en fait, ces quatre-là, les 4 requérants qui ont fait le recours. Les artilleurs, il y a quand même la Fédération française des centres de mémoire, il y a la Fondation Médéric aussi, et il y a la Société française de gériatrie, notamment, j'en oublie aussi. Du coup, voilà, je voulais quand même les citer, parce que du coup, ils sont aussi quand même en arrière-garde, mais ils sont vigilants et ils ne sont pas non plus forcément très contents de s'être arrêtés. Ça, je voulais dire ça. L'échelle de Reisberg, je pense. Alors, je ne suis pas scientifique ni médecin, professeur, mais vous l'avez un petit peu évoqué. Mais les remontées que j'ai eues de différents neurologues, elle n'est quand même plus utilisée depuis 15-20 ans. Donc, c'est quand même une aberration complète de se baser là-dessus. Juste avant, après d'arriver à l'arrêter. On a vu, alors du coup, je fais une transition sur le plaidoyer, parce qu'on a été voir différents ministères depuis la rentrée, avec nouveau gouvernement, donc à chaque fois on leur posait la question quand même, est-ce que vous êtes au courant de cet arrêté qui est quand même très symptomatique, très stigmatisant pour les personnes malades, et la plupart des ministres qu'on a rencontrés ne savaient pas. La conseillère santé du président de la République ne savait pas. C'est quand même assez dingue. La plupart des parlementaires qui on en parle ne savaient pas. Voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose qui arrive. Moi, je me rappelle très bien, parce que du coup, même s'il est daté du 28 mars, en fait, nous, on a été alertés par les médias le 3 avril, voilà, qui était le lendemain de mon anniversaire, et j'avais dit, voilà, comme ça, vous savez. Je m'étais vraiment posé la question, pas par rapport à mon anniversaire, mais en me disant, c'est un poisson d'avril, parce que c'est tombé, mais comme ça. C'est tombé comme ça. C'est arrêté, ça a été un petit peu dit, c'est là où c'est très pervers, c'est que dans sa globalité, il est plutôt bon. C'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, sur les particularités, en fait, sur les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, ça, c'est ni fait ni à faire. Et ça montre quand même une méconnaissance des personnes qui ont des troubles cognitifs pour déposer un texte pareil. Quand on a été voir la déléguée interministérielle à la sécurité routière, s'il y a une question sur pourquoi c'est tombé comme ça, etc., on nous a quand même dit qu'ils avaient imaginé éventuellement de faire un arrêté quand même sur une suspension de permis de conduire de toutes les personnes de plus de 80 ans parce que c'était anxiogène et que c'était les personnes qui causaient le plus d'accidents. On est quand même à ce niveau-là. Quand même, il faut que je vous dise, là, sans langue de bois du tout. Hein. Du coup, je livre exactement tout ce qui s'est passé par rapport à ce sujet. Et puis, on nous a demandé, on nous a dit, oui, mais on va faire une FAQ par rapport à cet arrêté, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Déjà, quand on en est sur un arrêté où il faut faire une foire aux questions pour comprendre en fait ce qu'ils ont voulu dire, c'est quand même assez compliqué. Et notamment en fait sur les remontées de terrain. D'ailleurs, je remercie les associations qui nous ont fait remonter certains témoignages. Un témoignage classique d'un aidant, d'une personne malade, qui vit seule, qui utilise sa voiture, qui est encore en capacité de conduire parce que suivi de manière régulière par son neurologue, parce que la vigilance de tout le voisinage, parce que sa fille, son aidante principale, n'habite pas avec lui à quelques kilomètres, mais en fait, voilà, il y a des petites barrières. C'est qu'il est encore en capacité de conduire et donc va faire ses rendez-vous médicaux sur un cercle de 90 km, je crois, et ses courses, etc., etc. Le fait de lui retirer le permis de conduire, en fait, le met dans une mort sociale certaine. Ça, c'est une chose. J'oublie encore certainement beaucoup de choses par rapport à ça, avant d'arriver du bout sur l'arrêté. Alors, une fois que c'est publié, on a 3 mois, en fait, pour faire un recours. Ce qu'on a fait, en fait, ce qu'on appelle, en fait, on dépose donc un recours. Une fois qu'il est déposé, administrativement enregistré, on a encore 3 mois pour faire un mémoire complémentaire. Et là, le mémoire complémentaire doit contenir plusieurs arguments, notamment juridiques, parce qu'aussi on a poussé toute la notion éthique par rapport en fait, à cet arrêté. Mais le Conseil d'État, j'allais dire, n'en a cure, il regarde vraiment en fait toutes les données juridiques. Dans les données juridiques, c'est ça que je voulais dire, il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire, qui est quand même assez important, c'est que la France a signé, s'est engagée à prendre des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, donc en fait à considérer que les personnes Alzheimer sont considérées comme des handicapés cognitifs,
notamment sur l'article 20 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et du coup, là, ce qu'on énonce, c'est que là, du coup, il n'y a aucune mesure d'accompagnement des personnes malades et des aidants qui interviennent dans cet arrêté. Voilà. Donc, avant de continuer, je ne vais pas perdre mon fil. Et du coup, une fois que c'est déposé, donc on a fait le mémoire complémentaire. Je pensais, moi, qu'on aurait une réponse dans les 3 mois. Donc, dans les 3 mois, c'est le 15 décembre. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il faut que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé déposent en fait un dossier aussi complémentaire pour la défense. Chose qu'ils n'ont pas faite. Alors, je sais que le Conseil d'État a mis en demeure le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé à déposer justement un mémoire, ce qu'ils n'ont pas fait. Le ministère de l'Intérieur a demandé à avoir un délai supplémentaire. Donc, ça repousse encore au mois de... parce que ça a été accepté. Ça repousse encore au mois de janvier-février. Et du coup, s'ils ne déposent pas de mémoire complémentaire, c'était ça la quasi bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils ont peut-être du mal à trouver des choses sur lesquelles ils peuvent se défendre juridiquement par rapport à cet arrêté, c'est ce que je pense, mais après j'ai peut-être tort. Si jamais ils déposent, et après du coup le Conseil d'État examine, et s'ils ne déposent pas, le Conseil d'État examine seulement en fait le mémoire complémentaire qu'on a déposé. Tout ça ne veut pas dire qu'on va avoir gain de cause. Et par contre, ce que notre avocat nous a dit, c'est qu'on peut espérer, dans le meilleur des cas, avoir en fait une décision du Conseil d'État pas avant fin juin, début septembre, dans le meilleur des cas. Ce qui veut dire qu'on est dans un état où c'est quand même, cet arrêté date du 28 mars. Monsieur, c'est vrai que vous avez parlé, alors vous n'aimez pas qu'on parle des malades jeunes, pourtant on a eu pas mal de remontées aussi, nous c'est comme ça qu'on les appelle, parce que voilà, c'est des personnes de moins de 65 ans, mais on a eu des personnes qui sont encore en activité professionnelle, qui utilisent encore leur véhicule et qui sont suivies, et leurs neurologues leur disent qu'ils sont encore en capacité d'eux. En fait, ils vont perdre leur boulot. J'ai parlé aussi de la personne qui va mourir, entre guillemets, d'une mort sociale, puisqu'en fait, il n'y aura plus de lien, relation, à la limite, il ne pourra plus aller faire ses courses. On a eu aussi un témoignage d'une personne qui a dit, écoutez, j'avais un camping-car, moi, pour faire mes courses, je suis obligé de faire 20 km, j'habite dans un village où il y a, je ne sais pas, 10 habitants, il n'y a rien, je vais acheter une voiture sans permis. Et j'ai vendu mes véhicules et j'y vais. En parlant des véhicules sans permis, parce que du coup, là, j'ai vu quelque chose que vous avez présenté, professeur, où je vois en fait une espèce de questionnaire où c'est marqué en fait interdiction pour les personnes qui ont Alzheimer d'utiliser des véhicules motorisés. Rien dans l'arrêté ne parle de véhicules motorisés. En fait, c'est le maintien, le renouvellement ou la suppression du permis de conduire. C'est ça en fait. J'ai posé la question à l'assurance, à notre assurance, pour savoir, hein, ils m'ont dit, bah oui, si une personne est diagnostiquée, par rapport à l'arrêté qui fait force de loi, la personne doit aller voir le médecin agréé à la préfecture et il y a 99% de chance, voire 100% de chance, qu'il lui retire son permis. Je dis d'accord. Et si il utilise un véhicule sans permis, bah là, il y a un trou dans la raquette, c'est que il peut en fait utiliser. Donc ça veut dire que l'objectif final de cet arrêté était de dire attention, il y a des personnes qui sont plus en capacité de conduire. Ils sont dangereux à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Et que comment on fait en fait pour leur retirer les clés et pour éviter des accidents à venir. En fait, on fait tout à l'envers. C'est juste ça. Et que nous, on nous avait mandaté avec le pilote, c'était la Fondation Médéric, mais il y avait aussi la sécurité routière, il y avait le ministère de l'Intérieur, il y avait la CNSA, il y avait en fait pléthore d'acteurs, justement pour étudier en fait tout l'accompagnement, le parcours en fait là aussi, pour dire à une personne, vous pouvez plus conduire. Et du coup, on avait évoqué plein de choses, on était en cours d'études, on va sûrement d'ailleurs continuer l'étude, rien que pour aller au bout du sujet. Pour dire il y a peut-être des tests spécifiques à faire dans les auto-écoles, il y a peut-être des tests spécifiques à faire chez le neurologue, peut-être qu'il y a une capacité de conduire le jour, pas la nuit, peut-être qu'il y a une capacité de conduire accompagnée ou pas, etc. En fait, là aussi, on faisait du cas par cas, et aussi psychologiquement parlant, en fait, comment on annonce à une personne malade, comment on aide les dents en fait, à retirer les clés. C'était tout ça, en fait, ce qu'on avait fait. Je sais aussi qu'on avait mandaté, ça on l'a su après, en fait, la Fédération des centres mémoire a justement
faire une évaluation. Donc du coup, là, j'ai appris aussi que la Fédération des centres de mémoire, ils sont en train de tester un algorithme justement beaucoup plus pointu sur la capacité à conduire que l'échelle de Reichsberg, qui vont aussi remettre aux fameux médecins agréés. Voilà, ça en est là. Tout est en cours. Malheureusement, l'état actuel des choses, c'est que dès l'apparition des troubles cognitifs, en tout cas dès le diagnostic, vous ne pouvez plus conduire. Et en fait, on l'a dit aussi ce matin, on parle de parcours de soins, de parcours de vie, mais du coup, les personnes qui ont des troubles cognitifs avérés mais pas diagnostiqués vont arrêter, ils vont pas aller voir leur neurologue si voilà. Enfin, du coup, c'est très bizarre, c'est très paradoxal, quoi. Et vous avez parlé de prévention, en fait, on était là-dedans, en fait. Nous, on était vraiment dans la prévention. Et du coup, c'est quand même un arrêté qui fait tout à l'envers. Même par rapport, en fait, même à la volonté du gouvernement sur la prévention, même à la volonté, en fait, ce qu'on veut d'un accompagnement, etc., on fait à l'envers, tout à l'envers. Et du coup, cet arrêté est symptomatique de ce qu'on vit depuis 10 ans, en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Benoît Durand. Merci encore, professeur. Peut-être une réaction, Féroze Aziza et Madame Cornelu. Une réaction, en fait. Au fond, ce qui s'est passé là, c'est ce qui était dit, c'est vraiment aussi symptomatique d'une méthodologie dans la production de textes juridiques qui ignore complètement, finalement, la réalité, et donc d'associer les représentants, là en l'occurrence des personnes concernées, mais aussi visiblement peut-être des spécialistes plus affinés sur les sujets, et où on se base sur parfois des choses qui sont complètement obsolètes. Je pense à certains référentiels. C'est exactement la même chose qui s'est passé sur la question des emplois, de l'accès à certains emplois pour les malades chroniques, où on a encore jusqu'à aujourd'hui, même si on a réussi à avancer sur ce sujet, mais certaines pathologies, vous aviez, vous êtes simplement le diagnostic de la pathologie, vous interdisez l'accès à tel ou tel emploi dans la police, chez les militaires, le personnel navigant, etc., avec vraiment un caractère extrêmement discriminatoire, puisqu'il n'y avait aucune évaluation individuelle de la situation. Là-dessus, on a quand même réussi à avancer, donc c'est long. Les plaidoyers sont très longs, mais petit à petit, quand on prend en compte, en fait, vraiment les personnes concernées dans la production de textes juridiques, on voit que ça marche mieux. Et en l'occurrence, là, sur les métiers, on a eu une loi qui a été votée en 2021 qui permet en tout cas d'évaluer, de mettre à plat l'ensemble des textes où il y a des restrictions d'accès à l'emploi des malades chroniques. Il y a un comité d'évaluation des textes qui s'est mis en place, là, qui vient d'être mis en place, où il y a des représentants associatifs qui sont dans cette évaluation, et notamment, il y avait des freins extrêmement importants, notamment du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense, qui ne voulaient pas qu'on touche à leurs barèmes, mais qui étaient des barèmes très anciens et qui étaient complètement obsolètes. On le voit aussi dans la fonction publique, les congés longue durée, on a encore des listes de pathologies restrictives, dont la poliomyélite, par exemple. Bon, je pense qu'il y a d'autres pathologies aujourd'hui qui auraient mérité peut-être d'être dans ces référentiels. Donc voilà, on voit que parfois on se laisse, voilà, on a un fonctionnement comme ça, on est posé sur des anciens fonctionnements et on ne va pas aller chercher la réalité du terrain, qui sont les spécialistes qui travaillent réellement et puis les représentants des personnes concernées, tout simplement. Merci beaucoup. Madame Cornelu, vous souhaitez réagir ? Écoutez, moi, je ne connaissais pas l'arrêté, je vous l'avoue, et je trouve ça d'autant plus surprenant qu'une étude sur la mobilité est conduite par la prévention, par la sécurité routière, par Médéric Alzheimer et France Alzheimer, qui est financée en partie par l'État. Cette étude est en cours. Et encore une fois, moi, je regrette vivement ce manque de concertation, mais nous le connaissons sur d'autres sujets. Parce que sur un sujet aussi crucial que celui-ci, je pense qu'il est très important que nous soyons nombreux à réfléchir. La preuve en est, c'est que depuis que cet arrêté a été pris, eh bien, les questions sont nombreuses. Et aujourd'hui, nous sommes aussi, il ne faut pas l'oublier, avec une problématique de démographie médicale très importante. Et pour voir un neurologue, eh bien, aujourd'hui, ce sont des mois d'attente, parfois un an.
Donc là aussi, il ne faut pas l'oublier, il faut le prendre en compte. Et ce que je regrette, c'est que cette décision est tombée comme un coup près, en fait, avec une interdiction formelle, alors qu'on va laisser aujourd'hui des patients sans lien, sans relation, sans solution aucune, et sans accompagnement par rapport à une décision qui est souvent très lourde de conséquences. Et je le regrette bien évidemment infiniment. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui. Il nous reste un peu de temps. Oui. On vous écoute, madame. Bonjour, Annie Guéloineau-Française, Association France Alzheimer sur le 93, présidence Madame Lauprêtre. Moi, c'est plutôt une question d'expérience de vie. Ma maman étant été Alzheimer, peut-être moi demain, mon frère, enfin dans la famille, c'est pas mal marqué. J'ai laissé mon job de gestionnaire d'entreprise pour repasser un diplôme d'État d'AVSDE pour fonder mon entreprise de service à la personne, que je n'ai pas fait pour des raisons internes, et parce que j'ai trouvé qu'il y avait un job énorme au niveau de l'impact sur les personnes en nécessité. J'ai été absolument effarée. Donc mon expérience de vie, quand je suis intervenue, je suis maintenant en retraite, ma maman est décédée. Pas d'Alzheimer d'ailleurs, elle est décédée du Covid. Donc je suis très effarée, pas seulement du manque de progression, du manque de connaissances. Une personne Alzheimer, c'est une personne à part entière, avec son expérience de vie et sa vie précédente, et sa vie présente, et sa vie plus tard. Ce n'est pas une personne Alzheimer, d'accord ? Comme toutes les pathologies, il y a des évolutions, certes, elles ne sont pas toutes à la même vitesse, parce que toutes les personnes sont différentes. J'ai eu l'occasion, lors d'une réunion de clic, je me souviens, de rencontrer un neuropsy d'Henri Mondor. On ne peut pas d'ailleurs considérer pour moi la neuro sans la psy sans la neuro, déjà. Et il était étonné de voir que sur le domicile, dans la brigade où je travaillais, nous arrivions au niveau du personnel à des résultats incroyables, alors que sur les hôpitaux, il y avait un manque, alors que le matériel était là, et les professeurs et les gens quand même très, très percutants, très, très pointus, ne comprenaient pas pourquoi certaines choses n'arrivaient pas. Alors que sur le domicile, nous arrivions à des résultats qui, sur ce que j'appelle la valise RTL, les 15 séances agréées Alzheimer, ne donnaient aucun résultat. Moi, j'ai même vu des malades pleurer en disant « on veut me ramener à l'école, tu sais bien comment je suis, je ne vais pas retourner à l'école. » Voilà. Donc, il faut faire très attention. Merci. Sur cette brigade en expérience, là, ce sont des solutions que peut-être je mets en petite étoile. Le personnel d'intervention à domicile qui était auxiliaire de vie sociale diplômé d'État, j'insiste. C'est-à-dire ce ne sont pas des personnes n'importe lesquelles. Les brigades marchaient en général à 3 personnes intervention par poste. Une personne référente, choisie à la fois par le malade famille, parce qu'on prend en compte le domus, c'est-à-dire l'ensemble des personnes vivant à domicile et des aidants, et 2 personnes annexes pour les vacances, etc. Moi, il m'est arrivé, parce qu'effectivement, nous sommes dans un vide au niveau des transports, au niveau des accompagnements. Donc voilà la solution que j'avais trouvée. Qui est ce qu'elle est? La solution, c'était une auxiliaire de vie, moi-même, qui avait un véhicule que j'enregistrais avec un permis professionnel. Je payais pour cela, d'accord? Personne d'autre que moi payait, ce qui est inouï, d'accord? J'utilisais l'indemnité horaire avec l'autorisation, bien sûr, des sièges associatifs. Indemnité horaire aidée par l'APA, que les personnes payaient en partie, bien sûr, parce que l'APA ne fait pas tout. J'emmenais quelquefois l'accompagnant aux réunions de clic qu'il y avait à l'époque. Et aux réunions, quelquefois, il m'arrivait aussi de les emmener chez le neurologue. Il m'arrivait de les emmener à l'association, au fameux petit café France Alzheimer aussi, d'accord? Et aux pièces de théâtre également France Alzheimer. Qui payait l'essence? Personne. Moi. Qui payait l'usage du véhicule? Personne. Moi. Et mes collègues de travail étaient dans la même situation, ce qui était assez encore plus inouï,
c'est lors des fiches de paye était discuté le transport entre chaque bénéficiaire. Et j'ai connu un député, dont je ne donnerai pas le nom, parce qu'il y en a peut-être d'autres, remarquez, qui se permettait en plus d'être président, alors que ce n'était pas normalement tout à fait dans la législation, d'essayer de faire poids pour que le personnel ne soit pas payé entre chaque bénéficiaire, parce que ce n'était pas du travail. Alors que quand même, les députés sont payés, leur chauffeur est payé pour les transporter. D'accord ? Oui. Ce qui m'a fait quand même remonter un petit peu la manivelle pour dire que ce genre de choses, il fallait que ça s'arrête. Donc peut-être peut-on utiliser au niveau associatif les personnels diplômés d'État en leur demandant ou en leur procurant un véhicule personnel à l'association, au lieu que ce soit leur véhicule propre. Et peut-être peut-on au niveau à la fois de l'État, à la fois des régions, et avec l'intervention des unités France Alzheimer, mais aussi des autres unités de tous les malades en nécessité, pour faire en sorte que les gens qui accompagnent tous les jours puissent peut-être, et avec plus de facilité, transporter les malades et les maladies apparentées. Merci Madame pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, j'ai une question au premier rang. Et Madame, allez-y, je vous en prie. Et Monsieur. Bonjour, merci. Écoutez, je rejoins Madame parce que moi-même je suis aidante et c'est préconisé pour garder les personnes âgées et fragiles à domicile. On le préconise de plus en plus, il y a des infos sur ce sujet. Et je suis donc aidante de mon époux, malheureusement 10 ans d'Alzheimer, 88 ans, et de mon beau-frère, 92 ans, veuf, sans enfant, donc nous sommes famille, il est auprès de nous. Eh bien, en tant qu'aidante, je trouve quand même que je ne suis pas ni écoutée ni aidée. Pourquoi il n'y aurait pas un département facile, simple, du maintien à domicile, où nous aurions des informations, de l'écoute, de l'aide, éventuellement des renseignements que nous ne connaissons pas et que nous pourrions envisager et demander? Nous n'avons rien, rien. Alors, je trouve ça triste parce que moi-même, j'ai 77 ans. Et j'aide donc 2 personnes fragiles et l'un très âgé. Bon, nous le faisons parce que nous sommes famille et il n'est pas question de laisser nos anciens. Mais je trouve ça, s'il m'arrivait quelque chose, ou si j'étais à bout de force, qui peut arriver aussi, puisque j'ai un ulcère et j'ai eu des problèmes cardiaques, et je me trouve très seule et très isolée. Ce n'est pas normal. Merci. Voilà, je rejoins Madame, et avec son parcours que je comprends infiniment, hein, qui est mon parcours aussi, autrement, mais qui est le même, dans le sentiment d'abandon. Merci, Madame. Voilà. Monsieur. Merci. Je voudrais revenir 2 minutes au sujet qui nous concernait, qui était l'abolition, l'interdiction du permis de conduire. Et pour les personnes qui sont, disons, au début de maladie et qui sont parfaitement en mesure de conduire apparemment, quelles dispositions transitoires recommandez-vous? Et est-ce que notamment la médecine peut, d'une façon ou d'une autre, se prononcer pour au moins couvrir le risque qu'encourent ceux qui vont continuer à conduire? Merci monsieur pour cette question. Professeur Azoulay, vous l'avez entendu? Oui. Je vous laisse répondre peut-être. Écoutez, je suis bien embêté pour répondre dans la mesure où actuellement, on ne sait pas très bien qui peut établir. Je crois que le plus simple, c'est de se rapprocher du neurologue, mais il est clair que les neurologues ont beaucoup de réticence à faire des certificats permettant, sans véritable statut légal, d'autoriser ou d'interdire une conduite automobile. Et d'autre part, je ne sais pas du tout comment se positionnerait une société d'assurance dans ce cadre-là, en cas d'accident, à tort. Donc, j'ai bien du mal à donner des informations à mes malades. Je ne sais pas quel est le discours au niveau des associations. Quand je pense, moi, alors, je vois surtout des patients parkinsoniens, donc beaucoup n'ont pas de troubles cognitifs, hein, et encore une fois, cet arrêté cible essentiellement les troubles cognitifs.
Or, par exemple, dans la maladie de Parkinson, l'essentiel des accidents est dû souvent à des troubles de la vigilance, là, qui ne sont pas du tout ciblés. Il y a maintenant, je pense, un certain nombre de tests neuropsychologiques et le mieux, c'est effectivement, en tout cas dans les centres mémoire ressources ou dans les centres experts Parkinson ou sclérose en plaques, si le neurologue a un doute, qu'il puisse faire un bilan neuropsychologique et qu'on ait un document étayant des capacités cognitives permettant raisonnablement la conduite automobile, mais sans garantie, à mon avis, au niveau des assurances. Alors peut-être que Monsieur Durand peut, d'un point de vue strictement juridique, répondre de façon plus informée que moi, mais en tout cas, voilà ma position. Merci. Benoît Durand. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre mieux que ça, parce que du coup, il y a un tel flou dans cet arrêté, puisqu'en fait, à la fois, on parle de diagnostic, et à la fois, on parle de troubles, dès l'apparition de troubles cognitifs. Donc, dès l'apparition de troubles cognitifs, ça ne veut pas dire qu'il y a un diagnostic. C'est l'apparition d'un trouble cognitif. Du coup, moi, pour avoir questionné les assurances, ils m'ont dit, à partir du moment où, en fait, il y a un diagnostic, mais là, du coup, il y aura peut-être un vide juridique sur l'apparition d'un trouble cognitif sans diagnostic. S'il y a un accident derrière, là, je pense qu'il va y avoir une petite guerre, assurantielle. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'arrêté fait force de loi, et c'est que là, aujourd'hui, avec cet arrêté-là, il faut rendre son permis de conduire. Par contre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le paradoxe absolu, c'est que vous pouvez être diagnostiqué, peut-être même être pas du tout en capacité de conduire quoi que ce soit comme véhicule. Là, je ne parle même pas de véhicule qui nécessite un permis de conduire. Et aller faire du vélo, aller faire du Solex, aller prendre votre tracteur, une voiture sans permis, avoir un accident. Et là, du coup, l'assurance, vous êtes assuré. Donc, c'est quand même le paradoxe absolu. On est quand même, avec cet arrêté, c'est pour ça qu'ils nous ont parlé de FAQ, c'est qu'on est quand même dans l'espèce de no man's land, de flou complet, quoi. Et c'est ce qu'on voulait aussi dénoncer. C'est que c'est une aberration complète, en fait. On ne sait pas, en fait. Voilà. Merci. Alors, et Madame, je pense que ça va dans le même sens, votre question? Oui, je voudrais juste donner un exemple concret, puis peut-être que... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Déjà, je voudrais juste revenir en arrière et proposer à Madame qui a partagé sa douleur d'être aidante et de se sentir seule et abandonnée. Moi, je vous encourage à rejoindre l'association France Alzheimer la plus proche de chez vous. C'est fait? Bon, ben, c'est très bien, vous allez pouvoir être aidé. Oui, oui, voilà. Alors, je voudrais donner un témoignage par rapport à cette deuxième question-là. Tout à l'heure, monsieur Benoît Durand disait on marche à l'envers. Eh bien, et ce matin, en conclusion de la matinée, il a été dit ne faites pas pour moi, faites avec moi. En parlant des enfants trisomiques, mais on peut aussi l'appliquer à nous. Oui, je sais bien, mais on peut aussi le penser pour toutes les personnes qui souffrent d'un handicap ou d'une pathologie. Alors, faites avec moi. Nous avons une adhérente, une personne malade, qui est sa propre aidante, puisqu'elle n'a pas d'entourage. Et cette personne, consciente de sa fragilité, mais en même temps forte de son autonomie préservée, depuis 3 ans, avait pris l'initiative, avant la loi, là, elle a rendu son permis de conduire, mais avant, depuis 3 ans, elle avait pris l'initiative chaque année de s'offrir une séance à l'auto-école, de conduite à l'auto-école, pour faire valider sa capacité pratique à la conduite, pendant 1 heure à chaque fois. Et la dernière année, elle a dit « je suis malade d'Alzheimer ». Elle ne l'avait pas dit les 2 premières fois. Elle a voulu le dire parce qu'elle voulait avoir une sécurité morale par rapport à sa capacité de conduire. Elle a été validée tout autant. Et elle est allée voir le médecin conseil de la préfecture en lui apportant aussi son suivi neurologique, en lui apportant l'attestation professionnelle de l'auto-école. Et le médecin expert de la préfecture a donné aussi son accord et a rédigé un document, comme quoi elle était apte à la conduite automobile. Et il lui a conseillé d'aller avec ces documents voir son assureur. Elle était allée voir son assureur et qui avait aussi entériné. Et c'était avant la loi. Aujourd'hui, elle ne peut plus conduire. Effectivement. Merci pour ce témoignage. Merci à
Oui, alors vraiment, on ne peut pas déborder, vraiment en 30 secondes, s'il vous plaît. Je me présente, je suis Jean-Claude Lapab du 64. Je suis délégué massif au niveau national. Donc la première des choses que j'ai posées il y a 15 jours, c'était cette question. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Ils attendent justement que si le permis est vraiment supprimé, là, ils ne couvrent pas. Mais pour l'instant, il n'y a aucun souci. Voilà, je voulais juste vous confirmer ça. Et ça, c'est la direction de la Massif qui m'a donné cette information il y a 8 jours. Alors... Oui, mais alors là, excusez-moi, hein, mais là aussi, là, il faudra qu'on discute, même juridiquement parlant, parce que oui. Du coup, l'arrêté fait force de loi, on nous dit, donc du coup, normalement, il faut aller voir. Non, mais attendez, il faut aller voir le médecin agréé à la préfecture. Le médecin agréé à la préfecture, soi-disant, doit se faire conseiller par des experts. Et en fait, dans la réalité des faits, ça prend 5 minutes, il prend un tampon et il retire le permis. Donc du coup, en fait, là aussi, vous êtes encore... Enfin, là, la réponse de l'assurance, non, mais je suis d'accord, sauf qu'on est entre deux, qui est très bizarre. C'est juste ça. Moi, on m'a dit, l'arrêté fait force de loi, il devrait ne plus conduire, même s'il n'a pas été voir la préfecture. S'il a un accident, il n'est pas couvert. Après, ça sera une guerre assurantielle. Hein, après, je ne sais pas. Mais voilà, c'est tout. En tout cas, un sujet à suivre. Et merci infiniment à tous les quatre. Merci beaucoup, professeur Azoulay. Merci Madame Cornelot. Merci Madame Aziza. Merci Benoît Durand. On vous applaudit.